Bonjour à tous, je m'appelle Amélia et aujourd'hui je viens vous parler de Maria Montessori qui, à mon sens, a su réunir les qualités fondamentales de ce que vous appelez un product owner, un product manager. Alors la première chose, c'est pourquoi je suis là. Donc, je vais commencer par clarifier un point important. Je ne suis pas product designer, je ne suis pas product owner et mon quotidien est assez éloigné de ces sujets. On m'a proposé de venir ici pour vous parler d'un sujet connexe au vôtre, l'approche Montessori, qui est une pédagogie qui a su développer des produits qui s'adaptent à des millions d'utilisateurs dans le monde, à savoir les enfants. Je crois vraiment que, effectivement, Maria Montessori réunit des qualités de développement produit très pertinentes. On m'a aussi proposé d'être ici parce que dans une précédente vie, je travaillais plus ou moins avec ce que vous appelez le produit. Je travaillais dans une start-up pendant quelques temps et j'ai été directrice marketing de l'accélérateur Numa durant 2 ans. Donc je comprends un petit peu les acronymes que vous utilisez, les anglicismes qui sont les vôtres, design thinking, méthodologie agile, etc. Et pour être sûr de ne pas échapper à tous ces anglicismes, j'ai épousé un CTO. Quelques années plus tard, notre fils Jules est né. Et là, ça a été un vrai choc pour moi. Je ne sais pas s'il y a des parents ici. Est-ce qu'il y a des parents? Voilà. Donc je pense que vous savez, vous aussi, le choc que ça fait d'être parent. Pour moi, le choc fut tellement fort que je pris la décision de faire de ce sujet, l'éducation, une préoccupation quotidienne. Personnelle, évidemment, bien s'occuper de cet enfant, mais aussi professionnelle. Je me suis dit que je tenais là un sujet qui était trop important, en fait. Et voilà, donc du coup, j'ai lancé les ateliers Coloris. Donc je vais juste en dire 2 mots, j'ouvre une petite parenthèse. Donc Coloris, ce sont des ateliers d'initiation au code et à la technologie pour les enfants dès 3 ans, sans écran, inspirés de l'approche Montessori. Alors, on ne peut pas parler de Montessori sans parler de Maria Montessori, qui est la personne qui est donc à l'initiative de cette pédagogie. Donc Maria Montessori, c'est une grande pédagogue de renommée mondiale qui a su mettre en place une pédagogie très pertinente pour apprendre à l'enfant tout petit l'écriture, la lecture, les mathématiques, la géographie, etc. Pas l'informatique, naturellement, parce qu'à son époque, on va le voir, c'était un sujet complètement confidentiel. Alors, elle naît en Italie en 1870, dans une famille très aisée. Elle a, semble-t-il, une enfance très heureuse, on l'a dit, très proche de sa mère. C'est une fille unique, ce qui est très rare à cette époque. Et ses parents, très vite, décident de déménager à Rome pour assurer à leur fille une éducation de qualité. Et très vite, elle va vouloir être médecin, ce qui ne se fait pas du tout à cette époque. C'est une femme, ce n'est pas un métier qui est convenable pour une femme. Et elle va quand même s'acharner et réussir à intégrer l'université de Rome. Et on dit que c'est la première femme médecin d'Italie. Je pense que c'est important de noter ce côté scientifique. Toute sa vie et toute son approche qu'elle va avoir derrière avec les enfants sera empreint de cette logique scientifique voilà, qui vient déjà de ses études de médecine. Donc la voilà, jeune diplômée, et on lui propose de prendre en charge des enfants déficients dans une clinique psychiatrique. Et là, le sort de ces enfants va profondément l'affecter. Elle va se dire, mais c'est pas possible qu'on laisse ces enfants dans un état pareil. Comment est-ce qu'on peut les amener à s'élever et à retrouver leur dignité? C'est les mots qu'elle utilise. Elle va s'intéresser du coup aux travaux de 2 médecins français, Itard et Seguin. Et elle va mettre à disposition de ces enfants du matériel pédagogique imaginé par ces 2 médecins. Et là, ces enfants déficients vont faire des progrès fulgurants. Ça va être véritablement miraculeux, pour reprendre aussi ces termes. Si bien qu'elle se demande comment se fait-il que ces enfants déficients puissent voilà, progresser autant. Et elle se demande si finalement cette approche ne serait pas aussi pertinente sur des enfants dits normaux. Quelques années plus tard, voilà, je passe quelques années de sa vie, elle a l'occasion justement d'ouvrir une école pour enfants dits normaux au sein du quartier de San Lorenzo à Rome.
Donc, le 6 janvier 1907 ouvre la première école Montessori dans le quartier de San Lorenzo, qui réunit des enfants des rues, donc des enfants d'un milieu très défavorisé, mais totalement sains d'esprit. Et là, elle va reprendre donc tout ce matériel qu'elle avait utilisé pour les enfants déficients. Elle va ajouter de nombreuses autres activités. Elle va proposer ce matériel aux enfants dits normaux. Et à nouveau, le miracle s'accomplit. Les enfants font des progrès spectaculaires. Alors, il faut savoir qu'en 1906, Maria Montessori était connue d'un petit cercle d'initiés. En 1908, elle est mondialement connue. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il a pu se passer dans ces 2 ans. Donc, il y a l'ouverture de cette école où ces enfants font des progrès fulgurants. Et elle va observer dans cette école plusieurs choses. La première chose qu'elle observe, c'est que ces enfants, contrairement à ce qu'on croit, tout petits, donc on parle d'enfants qui ont entre 3 et 6 ans, sont capables de se concentrer longuement et ils sont capables de répéter et répéter les mêmes activités. Et on sait aujourd'hui que ce besoin de répétition chez le tout petit enfant fait partie des caractéristiques fondamentales de l'enfant. D'autres observations vont suivre. Les enfants sont très disciplinés, les punitions ne sont pas nécessaires, les récompenses non plus. Ils sont capables de choisir librement leur activité et ce sont véritablement ce qu'elle appellera des travailleurs infatigables. Et il y a une dernière observation qui va vraiment mettre la lumière sur cette école, c'est que ces enfants vont être capables d'écrire très tôt. À partir de 4 ans et demi, 5 ans, ils vont se mettre à écrire puis à lire. Et là, la presse va s'emparer donc de ce phénomène et on va voir arriver de partout dans le monde des milliers de personnes. Enfin, véritablement, les foules vont se déplacer pour venir observer ces enfants qui sont étonnamment développés. Faut savoir que à ce moment-là, ça va être vraiment le début d'un succès colossal. La méthode va s'exporter partout dans le monde. Des écoles Montessori vont s'ouvrir au Japon, au Canada, aux États-Unis. Une association Montessori américaine va être formée sous la présidence de Graham Bell, le fondateur du téléphone, l'inventeur du téléphone, pardon, et sous le secrétariat général de Margaret Wilson, la petite fille du président. Donc véritablement, de là, elle va connaître un grand succès. La Seconde Guerre mondiale va pousser Maria Montessori à s'exiler aux États-Unis et puis en Inde, où elle sera très amie avec Gandhi. Il y a beaucoup d'écoles Montessori en Inde. Et aujourd'hui, voilà, on compte près de 20 000 écoles Montessori dans le monde. C'est vraiment un succès colossal. Il faut imaginer qu'à la fin de sa vie, c'était vraiment quelqu'un de très connu, qui a été accueilli avec honneur à l'UNESCO, qui a reçu la Légion d'honneur en France. Voilà, c'était une personnalité de premier plan. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques fondateurs connus de la Silicon Valley qui sont passés par des écoles Montessori, comme Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, etc. Et je crois effectivement que son approche produit fut extrêmement pertinente. Et j'ai décelé dans son approche 7 qualités essentielles qu'on retrouve aujourd'hui d'un bon product manager. Donc je vais vous les présenter maintenant. Alors, la première pour moi, c'est de formuler des hypothèses et de mesurer ses résultats. Alors la première hypothèse que Maria Montessori formule, c'est « je suis face à des enfants déficients et j'ai la conviction que ces enfants ont la possibilité de se développer bien plus qu'on ne le pense ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va mesurer ces résultats parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle a inscrit ces enfants déficients au certificat d'études italien. Donc voilà, c'était un petit diplôme qui sanctionnait la fin de l'école en Italie. Et ces enfants vont obtenir des résultats meilleurs que les enfants normaux. Donc, première mesure de résultat, effectivement, elle avait tout à fait raison. Son approche pédagogique développe étonnamment ces enfants déficients. La deuxième hypothèse qu'elle formule, c'est on peut appliquer cette approche pédagogique sur des enfants sains. Et du coup, alors je dis enfants sains parce que je reprends ces termes, des enfants dits normaux, et on peut effectivement, de manière pertinente, appliquer cette approche. Alors là, à ma connaissance, elle n'a pas véritablement mesuré les résultats. Je n'ai pas connaissance d'examens Montessori qui permettent de voir si par rapport à la moyenne, ce sont des enfants plus développés. En revanche, il y a 2 études très récentes qui permettent d'apporter des résultats. Il y a une première étude longitudinale qui a été menée aux États-Unis,
où ils ont réuni de manière aléatoire un échantillon d'enfants à qui ils ont fait suivre une pédagogie Montessori dès l'âge de 3 ans, en mathématiques et en sciences. Et ces enfants au lycée obtiennent effectivement des résultats significativement plus élevés. Plus proche de nous, il y a une expérience qui a été menée par Céline Alvarez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans une maternelle de Gennevilliers. Donc, elle a eu la possibilité de mettre en place cette approche Montessori au sein d'une classe maternelle. Et elle s'est fait accompagner par le CNRS de Grenoble pour mettre en place un protocole scientifique de mesure des résultats. Elle est allée jusqu'à faire de l'imagerie cérébrale des enfants pour observer l'évolution du cerveau des enfants par rapport à cette pédagogie. Et là, effectivement, les enfants étaient étonnamment développés et leur cerveau était en avance de 1 an sur tout ce qui est construction neuronale liée à la lecture. Donc voilà, une mesure de résultat qui est aussi intéressante. Autre qualité qui me paraît fondamentale dans ce métier, c'est l'observation. Alors, il faut savoir que l'observation, véritablement, c'est la pierre angulaire de la méthodologie Montessori. Ça fait partie intégrante du diplôme d'éducateur Montessori. Si demain vous voulez être diplômé Montessori, il y a toute une partie des cours qui sont sur comment on observe. Typiquement, on va inviter les éducateurs à identifier dans leur semaine de professeurs des moments pour l'éducation, pour l'observation, pardon. Donc c'est vraiment ritualisé dans les écoles Montessori ou dans les classes qui appliquent cette approche. Il y a des moments toutes les semaines ou tous les 15 jours où on sait que c'est le moment de l'observation des enfants. Donc on va se définir des objectifs d'observation. Est-ce qu'on observe le groupe d'enfants ? Est-ce qu'on observe un enfant en particulier ? Si on observe un enfant, est-ce qu'on va observer sa concentration, son développement psychomoteur, etc., etc. Donc il y a une véritable grille d'observation qui est mise en place. Et voilà, c'est quelque chose de très fondamental. Alors je vous ai mis une petite photo de l'époque où on voit effectivement Maria Montessori dans cette posture d'observation. Et je vous ai également mis une photo beaucoup plus récente d'une classe Montessori. Donc vous pouvez observer déjà que c'est très joli. Mais ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'il y a un fauteuil d'observation. Et bien souvent, dans les écoles qui appliquent cette approche, il y a effectivement, au-delà du rituel d'observation dans le temps, un lieu qui est dédié à l'observation de l'adulte. Donc grâce à cette posture d'observation, ça va permettre à Maria Montessori de connaître son utilisateur sur le bout des doigts. Et là encore, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental quand on veut proposer des produits qui soient les meilleurs possibles. Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les observations qu'elle a fait sur les enfants parce qu'ils sont nombreux, mais elle est allée très très loin dans sa compréhension de l'enfant, dans sa compréhension de l'utilisateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pas mal de ces observations qui ont été faites il y a plus de 100 ans sont validées aujourd'hui par les neurosciences. C'est-à-dire que juste par l'observation, elle a su mettre en lumière des lois naturelles, des lois scientifiques irréfutables sur les enfants, quel que soit le milieu de l'enfant et quelle que soit son origine sociale. Parce que Maria Montessori a énormément voyagé, elle a observé des milliers d'enfants véritablement, et elle a dégagé des invariants, ce qu'elle appelle des invariants, qui sont vrais pour tous les enfants. Alors la première chose qu'elle observe chez l'enfant, c'est qu'il est doté de ce qu'elle appelle l'esprit absorbant. Cette capacité qu'a le tout jeune enfant à absorber son environnement. Tout pénètre en lui. Chaque sensation, chaque interaction, chaque expérience que vit le petit enfant va profondément s'imprégner en lui. Et aujourd'hui, on appelle ça la plasticité neuronale. Donc il faut savoir que vous, adultes, moi a priori, nous sommes dotés d'environ 300 000 milliards de connexions synaptiques dans notre cerveau, donc des connexions entre deux neurones. Donc 300 000 milliards, c'est pas mal. Le petit enfant est doté de 1 million de milliards de connexions synaptiques, donc beaucoup plus que nous. Et c'est cette plasticité neuronale qui lui permet effectivement d'avoir cet esprit absorbant et donc d'intégrer pleinement toutes les caractéristiques de son environnement. C'est pour ça, c'est une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est ce qui nous permet de nous adapter à la fois à des milieux rudes, à des milieux plus cléments, à notre culture. C'est par cette plasticité neuronale qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. La deuxième chose qu'elle observe, c'est que l'enfant apprend bien mieux
dans un contexte bienveillant. Et en fait, elle parle de l'enfant, mais n'importe qui, nous aussi, on se sent mieux dans un contexte bienveillant. Et les neurosciences, en fait, nous prouvent qu'effectivement, dans un contexte stressant, notre cerveau va sécréter en trop grande quantité du cortisol, et ce cortisol va paralyser les apprentissages. Donc l'enfant, effectivement, qui est mis dans une situation de stress, punition, cri, va complètement paralyser ses capacités à apprendre. La troisième chose dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est la concentration. Alors là aussi, c'est hyper intéressant. Maria Montessori nous dit que la capacité à se concentrer est le préalable à tout apprentissage pour un enfant. Et elle a imaginé des dizaines d'activités qui visent à développer cette capacité de l'enfant à se concentrer. Et aujourd'hui, à nouveau, les neurosciences nous montrent qu'effectivement, cette capacité de concentration, qu'on appelle le réflexe inhibiteur, est plus prédictif de la réussite scolaire que le QI. C'est-à-dire qu'un enfant qui est capable de se poser, de se concentrer, a plus de chances de réussir scolairement qu'un enfant qui a un QI plus élevé. Donc voilà, cette capacité de concentration, effectivement, on le sait maintenant, c'est quelque chose de fondamental à développer chez l'enfant. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que l'enfant passe par différentes périodes sensibles avant 6 ans. Alors une période sensible, c'est une période durant laquelle l'enfant va être irrésistiblement attiré par un élément de son environnement au détriment de tous les autres. Et une des périodes sensibles les plus importantes, je ne vais pas toutes vous les faire aujourd'hui, c'est la période sensible de l'ordre. Contrairement à ce qu'on croit, le petit enfant, avant 6 ans, est très attiré par l'ordre. Il a besoin d'avoir un environnement physique ordonné, il a besoin d'avoir une journée ordonnée, ritualisée, d'avoir des routines. Voilà, il a besoin d'avoir effectivement de l'ordre dans sa vie pour que sa construction intérieure soit la plus efficace possible. Et la dernière caractéristique dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que le petit enfant à qui on a respecté ses lois naturelles, donc qui n'a pas été entravé dans son développement par des cris, par des punitions, par un non-respect de son besoin d'ordre, etc., eh ben, il fait preuve naturellement d'une grande discipline. Alors là-dessus, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote de l'époque de Maria Montessori. Donc en 1907, quand toutes ces personnes venaient voir cette école formidable, l'ambassadeur d'Argentine de l'époque en Italie eut vent de cette école et eut envie d'aller voir par lui-même de quoi il s'agissait. Sauf qu'il s'est dit, je ne vais pas les prévenir parce qu'ils vont tout préparer pour ma venue, donc je vais venir par hasard. Et il vint un jeudi, sauf que le jeudi, l'école était fermée. Donc il discutait avec le gardien, ah mince, l'école est fermée, bon dommage. Et il y a un petit enfant de l'école qui entend l'ambassadeur discuter avec le gardien et qui dit, non mais attendez messieurs, si vous voulez, moi je vais chercher mes copains, vous nous ouvrez l'école et puis on se met au travail, on vous montre comment fonctionne notre école, parce qu'il était fier en plus de son école. Il faut imaginer des enfants des rues certainement dont on s'occupait très peu et à qui on a proposé tout d'un coup un cadre scolaire exceptionnel. C'est ce qui s'est passé. Donc le gardien a ouvert l'école, le petit enfant a rameuté tous ses camarades et ils se sont tous mis au travail sans adultes pour montrer avec fierté ce dont ils étaient capables. Donc, et véritablement, cette notion de discipline et liberté est très très forte chez Maria Montessori. C'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pense habituellement, mais l'enfant libre fait preuve d'une grande discipline. Bon, c'est une petite citation sur les absorbants. Alors, quatrième caractéristique très importante, je pense, quand on pense au développement produit, c'est de ne pas réinventer la roue. S'il y a des choses qui fonctionnent par ailleurs, dont on connaît l'efficacité, pourquoi réinventer la roue ? Alors c'est également ce qu'a fait Maria Montessori. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'est appuyée grandement sur les travaux de Itard et Seguin. Alors Itard, il est notamment connu pour avoir essayé d'éduquer Victor de l'Aveyron, ce petit garçon qui a été retrouvé à 10 ans dans un état complètement sauvage, qui n'avait vu aucun autre être humain durant ces années. Et donc ce médecin, Itard, a essayé d'éduquer cet enfant et de lui permettre de retrouver une sociabilisation. Et il a mis à sa disposition tout un matériel pédagogique que Maria Montessori a repris.
À sa suite, le médecin Seguin s'est aussi intéressé beaucoup aux enfants déficients et a poursuivi le développement de ce matériel. Et Maria Montessori a aussi repris pas mal du matériel de Seguin. Et aujourd'hui, dans les écoles qui utilisent l'approche Montessori, on a notamment beaucoup l'utilisation de ce qu'on appelle la leçon en 3 temps. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout de suite, mais c'est une leçon qui a été véritablement inventée par Seguin. Alors, il faut savoir qu'elle a été quand même très loin dans le fait de se réapproprier ce qui fonctionne, parce qu'elle a calligraphié à la main l'ensemble des écrits de ces 2 médecins, pour être sûr de ne rien laisser passer d'important dans ce qu'ils avaient fait. Parce que voilà, ils avaient été reconnus pour ce qu'ils avaient fait, donc elle n'avait pas envie de laisser échapper des choses importantes. 5e point qui me paraissait important de partager avec vous, c'est de tester et d'itérer. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental quand on veut faire un produit qui fonctionne bien. Eh bien, Maria Montessori a véritablement eu une démarche très scientifique de test and learn finalement sur son matériel. Et elle a étalonné, c'est le terme qui est utilisé dans le milieu montessorien, elle a étalonné son matériel de manière très scientifique. Donc juste un exemple de matériel Montessori, c'est cet alphabet mobile. Alors de ces observations, parce que voilà, on part toujours de l'observation, de ces observations, elle a la conviction que l'enfant, à 4 ans et demi, peut se mettre à écrire, qu'il a la capacité mentale de composer des mots, mais il n'en a pas la capacité motrice, c'est-à-dire qu'il a du mal à tenir un stylo suffisamment bien pour former des lettres à la main. Et elle a l'idée, du coup, de mettre à disposition des enfants des petites lettres, de manière à ce que l'enfant puisse effectivement composer ses propres mots. Et là, elle va observer ce qu'on appelle l'explosion de l'écriture. Les enfants vont se mettre à écrire, à écrire, à écrire. Alors, pas écrire avec leurs mains, mais écrire avec ces petites lettres et à composer des tas de mots, des tas d'histoires à 4 ans et demi, 5 ans. Hein, véritablement, c'est ça dont je vous parle. Et je l'ai observé moi-même, je vous garantis que c'est vrai. Sauf qu'elle observe que le matériel qu'elle a mis à disposition des enfants n'est pas du tout ordonné. Et je vous ai dit l'importance de l'ordre pour ces enfants. Les lettres se mélangent, c'est un bazar pas possible. Et donc, elle va imaginer simplement des petits casiers dans lesquels les lettres vont être rangées voilà, par lettre. Et donc, c'est aujourd'hui la version finale de l'alphabet mobile tel qu'on le trouve dans les écoles Montessori. Donc là, c'est un exemple d'itération. Elle a itéré comme ça sur beaucoup de ses activités, que ce soit sur les matériaux, sur le poids des matériaux, sur les couleurs. Elle est allée vraiment très loin dans la recherche produit. Alors justement, le souci de Maria Montessori, c'était de proposer à ses enfants une UX qui soit la plus aboutie possible. Elle a fait près de 300 activités pour les enfants, avec une UX qui est ultra sophistiquée. Et on sait à quel point l'expérience pour l'enfant est importante. Si vous proposez à un enfant une activité ou un sujet qui n'est pas adapté, c'est l'utilisateur le plus mal poli qui soit. Hein. Il va mettre votre truc de côté immédiatement et il ne va pas prendre de pincettes. Donc l'UX a intérêt à être extrêmement bien pensé. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec le développement produit de type logiciel et notamment l'impact sur l'adoption. Voilà, on sait qu'il faut que l'UX soit clair, il faut que l'expérience soit la plus chaleureuse possible et que ce soit le plus adapté aux besoins de l'utilisateur. Là, on est vraiment dans ce sujet et je trouve qu'elle a été très loin là-dessus. Alors, je ne peux pas vous présenter les 300 activités, même si j'aimerais beaucoup, mais j'en ai choisi 2 pour vous montrer un petit peu la puissance de l'UX des produits Maria Montessori. Alors là, vous avez un puzzle de géographie. Donc, qui consiste à reconstituer la carte de l'Europe ici, donc ça existe sur tous les continents. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais le bouton de préhension, donc qui permet de prendre et de remettre les petits éléments du puzzle, est placé sur les capitales de chaque pays. Ce qui permet aux tout petits enfants, encore une fois, je parle d'enfants qui ont moins de 6 ans, de mémoriser inconsciemment l'emplacement des capitales de tous les pays du monde. Et alors, ce n'est pas tous les enfants parce qu'ils sont libres de choisir leur activité, mais il y a des enfants qui, véritablement, à 5 ans, connaissent l'emplacement des capitales de tous les pays du monde. Alors, ils ne connaissent pas encore le nom de la capitale, on leur donnera plus tard, mais c'est déjà un travail énorme. Alors, il y a un fabricant récemment
voilà, qui produit à très très grande échelle. Donc si demain vous voulez acheter du matériel Montessori pour vos enfants, soyez vigilants. Qui a voulu refaire ce puzzle et il a mis les boutons de préhension au hasard. On voit comme on perd de la puissance de ce matériel et notamment de l'expérience que ça permet pour l'enfant. Voilà. Deuxième produit qui m'a paru très très intéressant, c'est ce que Maria Montessori appelle le cube du trinôme. Alors elle s'aperçoit dans ses observations toujours que le tout petit enfant est passionné d'arithmétique. Il adore l'arithmétique et c'est vrai. Enfin, quand on leur propose des activités qui sont adaptées, ils se passionnent pour les mathématiques. Véritablement, c'est un âge où on est dans une recherche mathématique, analytique très forte. Et elle se dit comment je pourrais aller encore plus loin parce que en 3-6 ans, en Montessori, on fait des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Donc on va quand même très loin. Et elle sent que ses enfants sont capables d'aller encore plus loin. Et elle se dit, j'ai envie de leur proposer la manipulation de formules algébriques complexes du type A plus B plus C au cube. Déjà, moi, je ne suis plus très à l'aise, pour tout vous dire. Et donc, elle invente ce cube du trinôme que les enfants adorent. Enfin, toutes les écoles qui utilisent ce type de matériel le savent. Enfin, c'est quelque chose de très addictif pour l'enfant, où l'enfant va reconstituer la formule en 3D. Alors, il y a une petite anecdote aussi intéressante là-dessus que m'a raconté un éducateur Montessori. C'est un enfant qu'il avait eu donc, du coup, en 3-6 ans, qui au collège est revenu le voir pour lui dire « Mais tu m'as appris tout ça ? Je vois des cubes dans ma tête. » Et il lui a dit « C'est très facile pour moi parce que je vois les cubes dans ma tête. » Et ses copains se moquaient de lui en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et il a ramené du coup le cube du trinôme à ses copains, qui effectivement ont vu eux aussi la puissance de la manipulation sensorielle, parce que voilà, il y a toute une partie dont je ne veux pas vous parler aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais l'idée c'est que l'enfant il manipule sensoriellement des notions très complexes et ça lui devient beaucoup plus aisé pour lui de les assimiler. Alors le dernier point qui me paraît important quand on est dans une approche produit et qu'il me semble que Maria Montessori a très très bien fait aussi, c'est le partage de ce qu'on sait, de ce qu'on a observé. Alors, elle a écrit près de 14 livres pour documenter sa découverte sur l'enfant, pour diffuser son savoir, pour véritablement formaliser tous les acquis qu'elle a pu avoir au fil des années. Elle a fait énormément de conférences. C'était vraiment une conférencière très, très active. Elle a également organisé très tôt des formations pour pouvoir diffuser son savoir. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on trouve des écoles Montessori absolument partout dans le monde. Vous en avez au Mexique, au Japon, au Canada, enfin, donc quasiment tous les pays. En Afrique, il y en a beaucoup aussi. Elle a formé en 1929 l'association Montessori internationale, qui existe toujours aujourd'hui et qui est relayée dans tous les pays par des associations nationales. Donc, on a en France l'association Montessori France. Et cette association vise vraiment à garantir la pédagogie, à la diffuser, à la promouvoir le plus possible. Il y a des congrès qui sont organisés tous les 4 ans. Donc dans le but, effectivement, de protéger un petit peu cette approche. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que n'importe qui aujourd'hui peut se revendiquer de Montessori. Il y a beaucoup d'initiatives, surtout en France. Là, on sent que c'est à la mode, quoi, Montessori. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de services qui sortent estampillés Montessori sans véritablement appréhender les fondamentaux de cette approche qui sont quand même assez complexes. Et un peu comme dans la méthode agile, et finalement, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre les deux approches en parallèle. Il y a eu le besoin de formaliser donc un décalogue dans l'approche Montessori et un manifeste dans l'approche agile pour vraiment poser des fondamentaux desquels on ne peut pas déroger. En fait, du Montessori, de l'agile, c'est vraiment la base. Donc voilà, c'est intéressant effectivement de voir que les deux approches ont eu besoin de poser des points clés. Alors voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je crois qu'au-delà de l'approche produit, avec l'éducation, on tient vraiment un point clé. Parce qu'on est dans un moment compliqué de notre société, avec les défis climatiques, le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. Enfin, clairement, je crois que notre monde, en ce moment, est plongé dans une crise.
Et je crois que l'éducation doit être une préoccupation de premier plan pour y répondre. Alors Maria Montessori, comme tout bon product owner, product designer, elle avait une vision très claire de l'enfant. Et elle disait notamment « Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui ». Alors c'est aussi Mandela qui est allé dans le même sens, parce qu'il disait « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde ». Alors je crois qu'en fait, il ne s'agit plus de changer le monde, mais il s'agit presque de le sauver. Et l'éducation me paraît à nouveau quelque chose de très, très important. Et je crois qu'en tant que concepteur de produits, on a un rôle à jouer, voire une responsabilité à assumer, parce qu'on a le pouvoir de s'immiscer dans le quotidien des gens, et notamment dans le quotidien des enfants. Donc voilà, Maria Montessori a développé une approche scientifique très pertinente. À nous, à vous, de s'inscrire dans ces pas, de s'en inspirer pour développer les produits les plus intelligents et les plus utiles possibles.